C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes enchantés de vous compter parmi nous ce matin pour ce webinaire sur la thématique du tabagisme passif. Le tabagisme passif, pourquoi ça nous concerne tous? Promotion Santé La Réunion, ambassadeur du mois sans tabac pour la deuxième année consécutive, vous propose aujourd'hui de passer 1 heure ensemble en compagnie du docteur Olivier Galera, médecin tabacologue à la clinique Pasteur à Toulouse, à qui je vais tout de suite laisser la parole. Pendant ce webinaire, ce docteur, M. Galera, fera un état des lieux sur le tabagisme passif et vous apportera les perspectives et les solutions thérapeutiques. Nous vous laisserons 10 petites minutes en fin de webinaire pour lui poser toutes vos questions. Quelques infos importantes pour ceux qui n'ont peut-être jamais utilisé cette plateforme pour le webinaire. Vous avez en bas à droite les questions que vous souhaitez poser et qui seront affichées tout le long du webinaire. Et vous avez aussi la zone chat en bas. Et en fin de webinaire, on aura la partie sondage où vous aurez 2 petits sondages à remplir en fin d'heure. Et un replay vous sera proposé aussi suite à ce webinaire sur le site Tiimbo Larxa. On vous en parlera un peu plus en détail à la fin. Donc moi, c'est Manon Leroux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chargée de projet à Promotion Santé La Réunion et je suis ambassadrice du mois sans tabac cette année. Passer du coup. Et nous sommes en partenariat avec l'atelier, l'association des tabacologues enthousiastes de l'île de la Réunion. Vous avez les contacts juste en dessous avec l'adresse mail et le site atelierco.ru. Je te laisse passer. Ça marche pas. Donc, comme je l'ai dit, on va passer par 3 étapes. L'état des lieux, perspectives et solutions thérapeutiques. Et après, la parole est à vous. N'hésitez pas à prendre la parole et à poser toutes vos questions. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Galera. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Donc, on va essayer de parcourir un petit peu la question du tabagisme passif, effectivement, voir pourquoi ça nous concerne tous, voilà, qu'on soit fumeur, ex-fumeur, non-fumeur, des fois pas encore venu au monde, voilà, on peut être exposé aux conséquences du tabac. La première diapo, je m'en excuse, est un petit peu chargée, mais on va y rester un petit moment. Simplement pour rappeler en préambule qu'il y a un article de loi du Code de l'environnement qui prévoit que tout le monde a le droit de respirer un air pur qui ne nuise pas à sa santé. Donc j'aime bien rappeler ce texte qui fait que finalement, tous les jours, on a une atteinte à ce droit, que ce soit par différentes sources de pollution, et que toute exposition à la fumée est une atteinte à ce droit essentiel. Alors, on va commencer tranquillement par rappeler que toute combustion incomplète d'une substance organique expose à une fumée qui est toxique. Fumer, on pourrait se dire que c'est consommer des plantes. Les plantes, ça peut paraître naturel. Alors, je rappelle, pardon, c'est un préambule un peu évident, mais que c'est pas parce que les choses sont naturelles qu'elles sont saines. La ciguë, la belladone, tout ça sont des plantes qui sont extrêmement toxiques. Mais toute combustion incomplète d'une substance organique, quelle qu'elle soit, va exposer à des substances toxiques. Et quand bien même on fumerait du tabac 100% bio, à partir du moment où on le brûle, c'est-à-dire qu'on lui fait subir une augmentation de température à plus de 450 degrés, il faut savoir que la zone d'incandescence au bout de la cigarette dépasse les 800 degrés Celsius, il va y avoir des remaniements moléculaires qui vont aboutir à la transformation des composés moléculaires et qui vont aboutir à 3 classes de molécules qui sont inhérentes à toute combustion incomplète d'une substance organique. 3 classes de molécules extrêmement toxiques qui sont le monoxyde de carbone, les goudrons et les particules fines. Une seule cigarette en se consumant, alors je ne sais pas si vous voyez la flèche là, voilà. Une seule cigarette en se consumant va exposer un taux de monoxyde de carbone qui est généralement équivalent, voire même supérieur à celui de l'alerte pollution dans les grandes villes, qui est fixé à 8,5 particules par million. Un petit fumeur, même si le terme, on va voir, n'est pas tout à fait adapté, qui fumerait moins de 5 cigarettes par jour, est généralement au-dessus de 11, donc on est très rapidement au-dessus de l'alerte pollution en fumant quelques cigarettes par jour. Et ce monoxyde de carbone, c'est lui qui est à l'origine des maladies cardiovasculaires. Les goudrons, alors il y a
incompréhension qui était savamment entretenue par les indications qui étaient autrefois indiquées sur les paquets, avant le paquet neutre, beaucoup de fumeurs pensent qu'il y a des goudrons dans les cigarettes. Alors il n'y a jamais eu de goudron dans les cigarettes. Les goudrons, c'est comme la suie dans un conduit de cheminée. Ce sont des particules issues de la combustion incomplète d'une substance organique, mais quelle qu'elle soit. Qu'on brûle du tabac, qu'on brûle du cannabis, qu'on brûle une bûche de bois dans une cheminée, il y aura des goudrons dans la fumée. Et ces goudrons, ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont parmi les substances les plus cancérigènes auxquelles on est exposé. Et on est exposé à beaucoup de goudron quand on fume, puisqu'un fumeur de 10 cigarettes par jour inhale chaque année l'équivalent d'un pot de yaourt de goudron. C'est ce qui est à l'origine des cancers du poumon, des voies aérodigestives supérieures, mais aussi, c'est moins connu, du système rénal, du rein et de la vessie. Et enfin, les particules fines, toute fumée, voilà, va contenir des particules fines. Et on y reviendra quand on fera la comparaison avec le tabagisme passif et la pollution. Une seule cigarette en se consumant produit autant de particules fines que n'en émettent 10 moteurs diesel qui tournent au ralenti pendant 30 minutes. C'est ce qui explique qu'il y a autant de pathologies respiratoires chez les fumeurs, et on va le voir chez les fumeurs passifs aussi, en particulier la BPCO post-tabagique, qui est une maladie qui est encore largement sous-diagnostiquée, puisqu'on estime que 66 à 90% des personnes atteintes de BPCO post-tabagique l'ignorent et ne seront diagnostiquées finalement que très tard. Donc au final, tout ça pour dire que la combustion d'une seule cigarette expose déjà un risque qui est souvent largement sous-estimé. Fumer une seule cigarette par jour, c'est une augmentation du risque d'infarctus de 48% pour les hommes, 57% pour les femmes, qui sont plus sensibles, plus précocement à la consommation égale aux méfaits du tabagisme. Surtout, une cigarette par jour, c'est un risque de cancer bronchopulmonaire qui est multiplié par 9. Donc on voit qu'il n'y a absolument pas de seuil en dessous duquel fumer n'aurait pas d'impact significatif sur la santé. Et j'insiste, la question n'est pas est-ce que je fume du tabac, est-ce qu'il est bio, est-ce qu'il est naturel, ou est-ce que je fume d'autres plantes? On pourrait parler du cannabis, mais on peut parler aussi du NTB. Le NTB, c'est du noisetier, de la papaye, de l'eucalyptus et de la menthe poivrée. Quelle que soit la plante que l'on va brûler, à partir du moment où elle brûle, elle va exposer à une fumée qui contient des substances toxiques, du monoxyde de carbone toxique pour le cœur, des goudrons cancérigènes, des particules fines toxiques pour les poumons. Donc si à partir de demain, on n'avait pas 12 millions de fumeurs quotidiens en France de tabac, mais 12 millions de fumeurs de feuilles de framboisier, on aurait toujours autant de cancers du poumon, d'infarctus ou de pathologies respiratoires. C'est la combustion qui fait la toxicité. Fumer naturelle, c'est se planter vertement. Alors cette fumée, on peut la diviser en 3 courants. Il y a le courant primaire principal, ce qui est celui que va inhaler le fumeur. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux autres courants. Le courant, secondaire, c'est celui qui sort du bout de la cigarette incandescente, et dans une autre mesure, le courant tertiaire, celui que va rejeter le fumeur après avoir fumé sa cigarette. Il faut savoir que, à volume égal, la fumée du courant secondaire, donc celle à laquelle va être principalement exposé le fumeur passif, est celle qui est la plus concentrée en substances toxiques. Le courant secondaire, celui auquel va être exposé le fumeur passif, contient 3 fois plus de monoxyde de carbone que le courant primaire, 7 fois plus de benzène, qui est cancérigène, 70 fois plus de nitrosamine, cancérigène, et 100 fois plus d'ammoniac. L'ammoniac est une substance qui a été délibérément rajoutée par les cigarettiers dans le tabac pour améliorer la vitesse à laquelle la nicotine arrive au cerveau. Si on regarde point par point sur les 3 molécules toxiques qu'on va obligatoirement retrouver dans la fumée, d'abord le monoxyde de carbone, qui est responsable des maladies cardiovasculaires. Pour le fumeur passif, donc qui est exposé à la fumée des autres, lorsqu'on fait des dosages du taux de monoxyde de carbone, et en consultation, on utilise ce petit appareil, là, ce CO-testeur, que certains d'entre vous connaissent certainement, on a souvent des taux dans l'air expiré par des fumeurs passifs qui sont supérieurs à ceux de la pollution urbaine. Vous voyez sur cette affiche, la pollution urbaine, on retrouve des taux de monoxyde de carbone entre 3 et 8. Les fumeurs passifs sont généralement entre 4 et 12. Donc, le tabagisme passif va avoir un impact en termes d'exposition au monoxyde de carbone et donc une augmentation du risque d'accident cardiovasculaire. Si on prend une situation assez concrète, disons que ce soir, vous allez passer 1 heure en terrasse avec des amis à refaire le monde.
que vous ne fumez pas, mais que vos amis, à tour de rôle, vont allumer une cigarette pendant 1 heure. Donc vous allez avoir 1 heure d'exposition au tabagisme passif. Eh bien, cette heure d'exposition au tabagisme passif va faire que le soir, en rentrant chez vous, pendant la nuit qui arrive, votre risque de faire un infarctus du myocarde sera augmenté de 24%. Pour les personnes qui sont plus régulièrement exposées au tabagisme passif, à raison de 3 heures par jour, 21 heures par semaine, eh bien, quand on est exposé dans sa vie de tous les jours 3 heures par jour au tabagisme passif, l'augmentation du risque de faire un infarctus est même de 62%. Donc, vous voyez qu'on est sur des choses très, très significatives et très clairement, un grand nombre de personnes font des infarctus du myocarde liés au tabagisme, mais au tabagisme des autres. L'autre substance à laquelle on est exposé sont les particules fines. Alors oubliez ces graphiques qui sont un petit peu complexes, vous pouvez simplement retenir la conclusion en bas de la diapositive. Je vous explique quand même cette étude qui avait été faite par une équipe italienne qui est très intéressante, qui s'est amusée à disposer des capteurs de particules fines pour mesurer la pollution de l'air dans 2 rues adjacentes de la ville de Milan, une rue avec un gros passage automobile et une rue piétonne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la rue piétonne, il y a un moment de la journée où la pollution de l'air dépasse celle qui a été mesurée dans la rue avec le passage automobile. Ce moment de la journée, c'est l'ouverture des restaurants, le moment où les gens commencent à fumer en terrasse. Et cette équipe a très bien montré que au moment de l'ouverture des restaurants, la pollution de l'air dans les rues piétonnes dépasse la pollution qui avait été mesurée dans les rues avec un fort trafic automobile et que le niveau de pollution de l'air aux particules fines était directement lié au nombre de fumeurs en terrasse. Donc, vous voyez que ce soit dans le milieu domestique ou en ville, y compris en ville, la pollution de l'air liée au tabagisme passif est très souvent bien supérieure à celle de la pollution, par exemple, automobile. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que la pollution automobile ou la pollution industrielle n'était pas quelque chose de grave et de sérieux. C'est un grave problème de santé publique, mais il faut bien se représenter les choses à leur juste valeur. Lorsqu'on est exposé au tabagisme passif, le niveau de pollution de l'air est généralement supérieur à ceux précités. Alors je vous invite à, si vous voulez vous faire une idée de la chose, à regarder cette vidéo que vous pouvez regarder sur YouTube d'une expérience qui a été faite par le docteur Pozzi de l'équipe italienne dont je parlais, qui s'est amusé à comparer la pollution de l'air avec les émissions du gaz d'échappement d'un moteur diesel de 450 chevaux, donc c'est le camion semi-remorque là, qu'on va faire tourner pendant 8 minutes et qui va effectivement polluer l'air avec une quantité importante de particules fines, et comparer cette pollution aux particules fines émises par le moteur diesel de 450 chevaux au tabagisme passif d'un fumeur qu'on laisse fumer pendant la même durée de temps, c'est-à-dire 8 minutes. Eh bien, vous voyez qu'en fumant pendant 8 minutes, ce fumeur a fumé 2 cigarettes pendant l'expérience. Avec seulement 2 cigarettes, la pollution de l'air, le tabagisme passif, va exposer à une pollution aux particules fines qui est 4 à 6 fois plus sévère que celle d'un moteur diesel de 450 chevaux. Monoxyde de carbone, particules fines, goudron. Les goudrons, on l'a dit, c'est ce qui est cancérigène. Il y a aujourd'hui une absence totale de doute. On a la certitude depuis 2002 et le rapport du Centre international de la recherche sur le cancer, qui appartient à l'OMS, que la fumée de tabac dans l'air ambiant est cancérigène pour l'homme. Le risque de développer un cancer du poumon est accru de 25% pour les personnes qui ne fument pas mais qui vivent avec un fumeur, et ce risque de cancer du poumon est augmenté de 15% pour les non-fumeurs qui ont été exposés à la fumée de tabac sur leur lieu de travail. Les victimes les plus vulnérables sont les enfants. Alors, il y a quelques études intéressantes que je partage avec vous, dont une qui montre la conséquence du tabagisme passif chez les enfants pendant la petite enfance sur leurs chromosomes. Au bout des chromosomes, vous avez des sortes de petits capuchons qu'on appelle les télomères, qui sont des structures qui visent à protéger l'ADN des effets du vieillissement, de la dégradation, des mutations. Eh bien, cette étude a montré que lorsque les enfants avaient été exposés au tabagisme passif dans leur petite enfance, ils subissaient une atteinte, un raccourcissement de ces télomères de plus de 10% par rapport à des enfants non exposés au tabagisme. Pour les enfants qui ont été exposés in utero, dans le ventre de leur mère et pendant les premières années de vie, la conséquence à l'âge adulte, donc des années plus tard, est qu'ils ont un vieillissement prématuré au niveau de leurs organes qui a été mesuré à un âge biologique supérieur de 3 ans par rapport à leur âge réel.
Donc, on a effectivement une moins bonne protection de l'ADN et une susceptibilité à un vieillissement accéléré, ce qui peut se manifester par la peau, par la fonction de différents organes, mais aussi par rapport au risque de cancer, puisqu'on va avoir une atteinte plus facile de l'ADN et une action mutagène facilitée. Peut-être plus inquiétant, cette étude publiée en 2023 qui montre que les enfants qui ont été exposés au tabagisme in utero, donc pendant la grossesse, auraient un risque de cancer du poumon à l'âge adulte, donc 40-50 ans plus tard, augmenté de 44 à 76 par rapport à des enfants qui n'ont pas été exposés au tabagisme maternel. Donc vous voyez qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir fumé une seule cigarette dans sa vie pour avoir une maladie, voire décéder d'une maladie liée au tabagisme. Le tabagisme est une question qui nous concerne tous, y compris lorsqu'on n'a jamais fumé une cigarette de sa vie. On pourrait même aller plus loin et parler de tabagisme ultra passif dans le risque de cancer. C'est ce que les anglo-saxons appellent le third hand smoke, qu'on pourrait traduire littéralement par tabagisme de troisième main. Peut-être le terme tabagisme environnemental conviendrait mieux. Et j'aime rappeler quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que les goudrons, leur terme chimique, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est hydrocarbures, donc dérivés du benzène souvent, aromatiques. Aromatique, c'est au niveau de la structure chimique, ces cycles que vous voyez, mais c'est ce qui donne l'odeur. Or, quand vous sentez l'odeur du tabac froid, par exemple, dans les cheveux, d'une personne, sur, les vêtements, dans, les coussins, d'une voiture. Si vous sentez l'odeur du tabac froid, cette odeur, elle est liée à la présence des goudrons. Donc si vous sentez l'odeur, c'est que vous êtes en train d'inhaler ces fameuses substances très cancérigènes qui vont s'agglomérer dans les poumons et qui vont aboutir à la photo que vous avez vue sur la diapositive précédente, à ces poumons noircis qui sont pas une image de l'esprit, hein, c'est pas des images par intelligence artificielle, hein. Je vous rappelle que les goudrons, c'est vraiment comme la microsuie présente dans la fumée d'une bûche qui brûlerait dans une cheminée. Et vous voyez la conséquence sur le conduit de cheminée, ces plaques de suie qui se déposent, c'est exactement chimiquement similaire à ce qui va se passer dans les poumons lorsqu'on en fait rentrer de la fumée. Une étude récente a montré également que toutes les surfaces, toutes les zones, y compris non fumeuses, étaient exposées à la présence de ces goudrons. Et cette étude publiée en 2018 s'était intéressée à des salles de classe, donc des zones bah, totalement non fumeurs, où personne n'a jamais fumé, et ils se sont amusés à récolter les particules présentes à la surface des tables des élèves. 29% des particules récoltées à la surface des tables dans les salles de classe sont des goudrons cancérigènes issus de la combustion du tabac. Comment sont-ils arrivés là? Eh bien, personne n'a fumé dans cette pièce, mais lorsqu'on a fumé, lorsqu'on a été exposé à la fumée des autres, on transporte avec nous, dans les cheveux, sur les vêtements, ces particules extrêmement toxiques et on va les disséminer un peu partout dans l'environnement jusqu'à les retrouver, vous voyez, dans des endroits où jamais personne n'a jamais fumé, mais on va quand même retrouver une exposition à ces substances toxiques dans l'environnement. Dans tout ça, finalement, vous comprenez que c'est, la combustion qui est à l'origine de la toxicité et encore une fois, quelle que soit la substance organique que l'on va brûler, que l'on va fumer, que ce soit du tabac, du cannabis, de la verveine, du tilleul, de la menthe, on sera forcément exposé à une fumée qui va contenir du monoxyde de carbone, toxique pour le cœur, à des taux largement supérieurs à celui de l'alerte pollution des grandes villes, des particules fines, toxiques pour les poumons, à des taux très élevés, largement supérieurs à ceux que produisent un moteur diesel, au ralenti et des goudrons cancérigènes. La nicotine, eh bien, ce n'est pas une substance anodine, mais elle n'est clairement pas responsable des maladies auxquelles on est confronté tous les jours dans le milieu de la santé avec les fumeurs. Or, on a encore aujourd'hui une véritable nicotinophobie sociale, avec 80% des Français qui pensent que la nicotine est à l'origine des cancers liés au tabac, et 90% des adultes pensent que c'est la nicotine qui est à l'origine des effets néfastes du tabagisme. Je le redis, on serait tous des fumeurs de feuilles de framboisier, on aurait autant d'effets néfastes sur la santé, c'est la combustion qui crée la toxicité. Cette nicotinophobie, c'est un frein pour le soin des fumeurs, puisqu'elle freine l'adhésion au traitement de substitution nicotinique, avec au final une perte de chance pour les patients fumeurs. Donc je crois qu'il faut effectivement relier des messages simples pour lutter contre cette nicotinophobie et rappeler que la nicotine n'est pas responsable des maladies associées au tabagisme.
Alors, à quoi elle sert la nicotine? Ben, la nicotine, c'est la drogue parfaite. Pourquoi elle est parfaite? Parce que les fumeurs ne font pas d'overdose. Heu, Quand vous fumez, vous auto-titrez votre dose de nicotine et vous apportez chaque jour la dose de nicotine dont vous avez besoin pour ne pas ressentir les effets de manque. Alors attention, souvent les fumeurs, ont une analyse qui est un petit peu inappropriée de leur consommation en comptant le nombre de cigarettes. Mais les cigarettes, c'est pas des pépitos. Quand vous mangez un biscuit, il y a un certain contenu de sucre et de gras, et plus vous augmentez le nombre du biscuit, plus vous multipliez la quantité de sucre et de gras. Ça marche pas comme ça avec les cigarettes. Les cigarettes sont pas des produits alimentaires. C'est pas la cigarette qui vous intéresse, c'est la fumée. Or, ce qu'il y a dans la fumée dépend des conditions chimiques dans lesquelles a brûlé le tabac. Donc quand on fume vite une cigarette, quand on la fume calmement, quand on la rallume, quand tout ça modifie la fumée. Et vous pouvez fumer 5 cigarettes un jour, 20 cigarettes un autre jour, et avoir exactement la même exposition au même taux de monoxyde de carbone, de nicotine, de goudron, de particules fines. Ça, c'est quelque chose qui est souvent difficile à comprendre pour les fumeurs. Elle est parfaite parce qu'il n'y a pas d'overdose. Si vous fumez trop, vous allez commencer à avoir mal à la tête, la nausée, la bouche pâteuse, à trouver la cigarette un peu écœurante. C'est ce qui va vous éviter d'arriver à une dose qui soit dangereuse, dose qui est estimée à plus de 500 milligrammes par jour, donc clairement impossible à atteindre en fumant. Il n'y a pas de trouble de la conscience, hein, comme avec l'alcool, le cannabis ou autre. Finalement, la nicotine, c'est une drogue triste, parce qu'elle ne se manifeste que par le manque, trouble de l'humeur, prise de poids, et la compensation du manque. Je ne fume pas pour avoir un effet plus. Je fume pas pour avoir une hallucination. Je fume pas pour avoir un effet Superman. Je fume pas pour avoir une désinhibition, de l'ébriété. Je ne fume même pas pour être calme. Je fume pour ne pas m'énerver. Je fume pour éviter le manque. Je ne fume pas pour maigrir. Je fume pour ne pas prendre du poids. C'est une drogue triste qui est uniquement prise pour éviter les effets indésirables du manque. Lorsqu'elle est administrée en shoot au cerveau, c'est ce que permet l'inhalation de la nicotine. Elle est plus addictive que les drogues souvent considérées comme dures, la cocaïne ou l'héroïne. Et on peut le prendre d'un bout à l'autre. La probabilité de devenir dépendant avec la nicotine, lorsqu'on la consomme pour la première fois, est supérieure au risque de devenir dépendant lorsque vous consommez pour la première fois de l'héroïne ou de la cocaïne. Et on peut le prendre dans l'autre bout, en donnant un placebo à des personnes qui consomment de la nicotine, de l'alcool, de la cocaïne ou de l'héroïne, qui sont diagnostiqués comme dépendants. Eh bien, on voit que la dépendance à la nicotine est la plus dure. C'est celle où on va avoir le moins de personnes capables d'arrêter par la seule volonté. Seuls 6,4% des fumeurs parviennent à arrêter de fumer sans autre intervention que leur volonté. Donc relayer un message en termes de santé publique qui serait que fumer est un acte de volonté et qu'il faut travailler d'abord et avant tout sur la motivation à arrêter, sous-entendu c'est une question de volonté, c'est une erreur fondamentale. En basant l'arrêt du tabac sur la volonté du patient, on condamne 93,6% des patients à continuer à fumer et dans 63% des cas à en mourir avant l'âge de 69 ans. La nicotine est la condition sine qua non de la dépendance tabagique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'analyse des documents internes qui ont été saisis par la justice américaine en 1998 chez les cigarettiers. Je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à lire Golden Holocaust de Robert Proctor, qui synthétise tous ces documents internes, qui sont en libre accès sur la bibliothèque de San Francisco. Et je vous montre ce petit scan d'un document écrit à l'époque par William Dunn, travaillant pour Philip Morris, qui détaille à quel point sans nicotine, il n'y aurait pas de tabagisme. Sans nicotine, il n'y aurait pas de business pour l'industrie du tabac. Personne n'est jamais devenu un fumeur régulier en commençant à fumer des cigarettes sans nicotine. Aucun fumeur qui ait essayé les cigarettes sans nicotine n'a continué à les fumer. Toutes les cigarettes sans nicotine mises sur le marché, on pourrait citer la Meridenic, la Next, il y en a d'autres, ont toutes été un fiasco commercial. Pourquoi? Parce que si vous commencez à 14 ans à fumer ces cigarettes, vous ne devenez jamais dépendant. On n'est pas dépendant au geste, on n'est pas dépendant au passage de la fumée au fond de la gorge, on n'est pas dépendant aux habitudes, aux rituels, on n'est pas dépendant à la nicotine. Et tous les fumeurs qui ont essayé de passer à des cigarettes sans nicotine ont été en manque, sont revenus à des cigarettes avec nicotine. La nicotine est la clé de la dépendance tabagique. C'est pas moi qui le dis, il suffit de lire les documents internes de l'industrie tabac qui n'avaient bien sûr aucune vocation à être un jour connus du grand public. Dans un mémo de R.G. Reynolds en 72, vous pouvez lire: les produits du tabac ne font rien d'autre que procurer et délivrer de la nicotine, une drogue puissante.
La même année, chez Philip Morris, vous pouvez lire: il ne faut pas voir la cigarette comme un produit, mais bien comme un emballage. Et ça, c'est déterminant. Si, dans la stratégie de lutte contre l'industrie du tabac, on pense que l'industrie du tabac, son objectif, c'est de vendre des cigarettes, on n'a pas compris le but de l'industrie du tabac. Si on pense que l'industrie du tabac vend du tabac, on n'a pas compris ce que fait l'industrie du tabac. L'industrie du tabac vend de la drogue, elle vend de la nicotine. Il suffit de lire leurs documents. Le produit, c'est la nicotine. La cigarette, c'est un mécanisme pour administrer une dose de nicotine. Regardez cette phrase de Philip Morris qui a plus de 50 ans aujourd'hui, il n'a pas pris une ride. Notre industrie se base donc sur la conception, la fabrication et la vente de doses de nicotine emballées de façon attirante. En 80, British American Tobacco. BAT devrait apprendre à se considérer comme une entreprise vendant une drogue et non du tabac. L'industrie du tabac sait très bien ce qu'elle fait, elle le sait depuis des décennies, et malgré ça, dans la population générale, on a encore, en France, une représentation erronée qui est celle de liberté de consommer. On est exactement sur l'opposé, une addiction, une dépendance à une drogue dure qui nous a fait perdre la liberté de consommer. Cette perte de la liberté de consommer se manifeste par une action au niveau du cerveau de la nicotine qui va modifier le cerveau du fumeur. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur cette étude qui montre très très bien la perte de la liberté de consommer des fumeurs. Vous avez un travail en IRM fonctionnel qui permet de voir l'activation des zones du cerveau impliquées dans les fonctions supérieures: l'attention, la concentration, la mémorisation, la gestion des émotions. Premier enseignement, c'est que des non-fumeurs à qui on donne de la nicotine ou un placebo n'ont pas de différence statistiquement significative, vous n'avez pas de petit astérisque là, n'ont pas de différence statistiquement significative en termes d'activation de ces centres. Autrement dit, un non-fumeur, quelqu'un qui n'a jamais fumé, que vous lui donniez ou non de la nicotine, ça n'a pas d'effet stimulant. Ce n'est pas comme la caféine, c'est pas comme d'autres substances. Il n'y a pas une augmentation de l'attention, de la concentration, de la mémorisation ou d'autres fonctions supérieures. Bonne nouvelle, peut-être, on peut le voir comme ça, c'est que les fumeurs qui fument, qu'on laisse fumer à satiété normalement, eh bien je vous rassure tout de suite, on n'est pas plus sot quand on est fumeur que quand on n'est pas fumeur. On a le même niveau d'activation des fonctions supérieures au niveau cérébral. Mais là où le fumeur n'est pas un non-fumeur qui choisit de fumer, c'est que le fumeur ne choisit pas de prendre de la nicotine. Il ne peut plus s'en passer. Si vous imposez un manque de 24 heures de nicotine à un fumeur, il ne se retrouve pas dans la situation d'un non-fumeur qui ne fume pas. Il a un déficit extrêmement marqué des capacités des fonctions supérieures, capacité d'attention, concentration, mémorisation, gestion des émotions. L'immense majorité des fumeurs ne choisit pas de continuer à fumer et ne choisissent pas de continuer à consommer de la nicotine tous les jours. Ils ne peuvent pas ne pas consommer de la nicotine. S'ils n'en consomment plus, ils vont pas décéder, c'est pas quelque chose qui est vital, mais ils vont immédiatement subir en 24 heures des déficits en termes d'attention, de concentration, de mémorisation, de gestion des émotions. Comment ça va se manifester? Par de l'irritabilité, de la nervosité, des baisses de morale, une compensation alimentaire. Les fumeurs sont prisonniers d'une dépendance physique, chimique dure, plus dure que celle qui est liée à la consommation d'héroïne. La majorité des fumeurs ne peut pas arrêter brutalement de consommer de la nicotine, ils sont pris au piège. D'où l'intérêt des traitements de substitution nicotinique, qui doivent permettre aux fumeurs de ne pas ressentir ce manque de nicotine et d'avoir la dose de nicotine qui leur permet d'être bien sans être exposés aux particules toxiques de la fumée, goudron, monoxyde de carbone et particules fines. Vous voyez que les substituts nicotiniques, ils sont recommandés en première intention, qu'il n'y a pas de contre-indication, y compris chez les sujets à très haut risque cardiovasculaire. Mais encore faut-il, pour qu'ils soient efficaces, qu'ils soient prescrits à une dose efficace. Or, beaucoup de personnes ont en tête les recommandations qui figurent dans les notices des produits, qui font plafonner la prescription à un patch à 21 mg, et ont en tête cette équivalence qui est une cigarette, 1 mg de nicotine. Attention, cette équivalence n'est que le début, l'initiation du traitement. Ce n'est en aucun cas la dose efficace, parce que ce n'est pas le nombre de cigarettes qui fait l'intensité de la dépendance à la nicotine. Alors, j'ai pas mes petites animations, mais je voudrais vous montrer la représentation sur ce graphique de la quantité de nicotine estimée indirectement que s'auto-administrent les fumeurs en fonction du nombre de cigarettes qu'ils fument.
Premier enseignement, vous voyez que si on regarde des fumeurs qui fument 10 cigarettes par jour, alors la flèche masque un petit peu, mais on va prendre là, ceux qui fument 20 cigarettes par jour, un paquet par jour, ben, vous voyez que chaque petit carré est un fumeur. Eh bien, si on compare des fumeurs qui fument tous un paquet par jour, certains tirent très peu de nicotine, d'autres beaucoup, avec une différence qui va de 1 à 7. Donc clairement, vous avez des personnes qui fument un paquet par jour qui vont s'auto-administrer 7 fois plus de nicotine que d'autres avec la même consommation. Les cigarettes, c'est pas des pépitos. Si on mange tous 20 pépitos par jour, on va tous être exposés à la même quantité de sucre ou à la même quantité de gras. Ça ne marche pas comme ça avec les cigarettes. C'est pas les cigarettes qui nous intéressent, c'est la fumée issue de leur combustion. Et c'est la façon dont vous allez faire brûler vos cigarettes qui va déterminer la quantité de nicotine que vous allez tirer en consommant ces cigarettes. Donc il y a vraiment une disparité très importante et c'est pas le nombre de cigarettes qui est un indicateur de la dépendance nicotinique. Voyez même que certains fumeurs qui ne fument, j'oserais dire, que 10 cigarettes par jour, vont s'auto-administrer tous les jours autant de nicotine, voire même plus, que d'autres qui fument 3 paquets par jour. Donc, vous voyez, en termes de consommation, on pourrait se dire, quelqu'un qui fume 10 cigarettes par jour est beaucoup moins dépendant que quelqu'un qui fume 3 paquets par jour, c'est énorme. Et en fait, on aurait tout faux. Certains fumeurs à 10 cigarettes par jour vont avoir besoin d'une dose de nicotine au moins égale à celle dont ont besoin les fumeurs à 3 paquets par jour. Si vous avez bien suivi, une cigarette, c'est au moins 1 milligramme de nicotine. Donc 3 paquets par jour, c'est au moins 60 milligrammes de nicotine, c'est au moins 3 patchs à 21 milligrammes. Ça veut dire que cette personne-là, qui ne fumait entre guillemets que 10 cigarettes par jour, elle ne pourra pas arrêter de fumer sereinement, elle ne pourra pas compenser la dose de nicotine qu'elle tirait sur ses cigarettes avec moins de 3 patchs à 21 milligrammes. Et pourtant, elle ne fumait que 10 cigarettes par jour. La dose de nicotine, elle doit être titrée et on est effectivement souvent amené à utiliser plusieurs patchs nicotiniques en pratique courante. Il faut bien rappeler que la nicotine est une drogue dure, plus dure que l'héroïne, et la majorité des fumeurs nécessitent des doses élevées de nicotine pour ne pas ressentir les effets de manque. Il ne faut donc pas hésiter à associer plusieurs patchs pour atteindre la dose journalière nécessaire, ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé, et il est important de ne plus entendre un message qui est contraire aux données acquises de la science, qui est qu'il vous faudrait arrêter de fumer sous patch. Il n'y a aucune contre-indication à fumer sous patch au singulier ou au pluriel. Ça, c'est clairement écrit, y compris dans les recommandations américaines. C'est ne pas avoir compris le principe du traitement que de dire à quelqu'un qu'il ne faut pas fumer sous patch. On ne demande pas à quelqu'un à qui on prescrit un antihypertenseur de ne pas dépasser 14,9 de tension. On ne demande pas à quelqu'un qu'on met sous hypocholestérolémiant de ne pas dépasser une certaine dose de cholestérol. C'est au traitement que l'on va ajuster de permettre d'atteindre l'objectif qui est fixé. Donc il n'y a aucune interdiction à fumer sous patch. Si on a toujours envie de fumer et qu'on est capable de fumer sous patch, au singulier ou au pluriel, c'est forcément que notre niveau de dépendance physique est plus élevé. Donc il faudra augmenter la dose. C'est l'avantage de la nicotine, on ne peut pas se tromper. Si vous dépassez votre dose satisfaction, vous allez commencer à ressentir un écœurement, un dégoût du tabac, mal de tête, nausées, bouche pâteuse, comme si on avait trop fumé. Le fait de ne pas ressentir l'efficacité des patchs ne veut pas dire que la problématique est autre que la dépendance physique, qu'elle serait gestuelle, comportementale ou autre, ce qui fait partie de la prise en charge, je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça veut surtout et d'abord dire que vous êtes encore sous-dosé et que la quantité de nicotine que vous auto-administriez en fumant est supérieure à celle que vous administre le traitement. On sait aujourd'hui, avec des données européennes, que la majorité des fumeurs, 58% des fumeurs, nécessitent des doses supérieures à un patch à 21 milligrammes avec des pastilles, donc l'autorisation de mise sur le marché, pour être bien dosé. C'est pour ça qu'on réclame, avec la Société francophone de tabacologie, une actualisation des autorisations de mise sur le marché qui sont clairement obsolètes et ne correspondent pas aux soins les plus efficaces et les plus sûrs, car si on borne la délivrance ou la prescription des substituts nicotiniques à l'AMM avec un patch à 21 milligrammes, vous voyez que la majorité des fumeurs seront sous-dosés et subiront donc une perte de chance. Il faut systématiquement chercher à titrer cette dose de nicotine en combinant l'effort moral au patch et en se servant des formes orales pour quantifier la quantité de nicotine qui manque à ajouter en patch. Pourquoi privilégier les patchs par rapport aux formes orales? Parce que plus la cinétique d'administration va être lente, ce que permettent les patchs transdermiques,
plus on va pouvoir facilement sevrer de la nicotine notre patient. L'objectif n'est pas qu'il reste dépendant à la nicotine. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que c'est la cinétique d'administration de la nicotine qui lui confère son pouvoir addictif. C'est pour ça qu'une cigarette, en tirant de la fumée qui va aller rapidement dans le poumon, dans le sang artériel au cerveau, permet de s'administrer de la nicotine en shoot très vite au cerveau, alors que les patchs, les dispositifs transdermiques, vont l'administrer de façon très lente et ne vont donc pas ni maintenir ni créer une dépendance à la nicotine. En conclusion, le tabagisme passif est, on l'a vu de loin, la première source de pollution de l'air que nous respirons, que ce soit dans notre domicile, si on est exposé à la fumée des autres, ou dans les villes. Nous sommes toutes et tous concernés par l'impact sanitaire lié au tabagisme passif. L'exposition aux particules toxiques et cancérigènes de la fumée de tabac expose l'entourage des fumeurs à un risque accru de maladies cardiovasculaires, pulmonaires et de cancer, y compris lorsque la fumée a disparu de l'air, lorsque les particules, notamment les goudrons, sont déposés. Et ça, les fumeurs, finalement, ils s'en rendent compte assez facilement. Si vous avez fumé dans une pièce, et que vous avez regardé, vos tapisseries, elles ont jauni. Si vous avez déplacé un poster, un tableau, si vous avez repeint vos plafonds qui au départ étaient blancs, ben, on voit bien qu'il y a des substances qui sont incrustées dans, les tapisseries, les textiles. Tout ça, c'est des goudrons. Ce sont des goudrons cancérigènes. Quand vous sentez l'odeur du tabac dans une pièce, même lorsque la fumée a disparu, ce sont des goudrons cancérigènes. Les plus vulnérables sont les enfants, et notamment lorsqu'ils jouent sur des tapis dans lesquels les particules sont incrustées. La lutte contre le tabagisme est un enjeu de santé publique. En aucun cas, j'aime même le rappeler, une atteinte à la liberté des fumeurs, parce que les fumeurs ne sont pas libres de fumer. Ils sont prisonniers d'une dépendance physique plus dure que celle qui est liée à l'héroïne. Ils sont devenus des esclaves de l'industrie du tabac, qui les a délibérément rendus accros à la nicotine, une substance plus addictive que l'héroïne. L'immense majorité des fumeurs, pour dire la quasi-totalité, ne peut pas arrêter par la seule volonté. Ils doivent pouvoir bénéficier de traitements efficaces et sûrs pour retrouver leur liberté et préserver leur santé. Mais en France, je parle sous le couvert des autres professionnels de santé qui écoutent ce topo. Moi, dans mes études, je n'ai pas appris à utiliser la substitution nicotinique conformément aux recommandations de bonne pratique. Et finalement, c'est le sous-usage ou le mauvais usage quasi systématique de la substitution nicotinique qui a conduit dans la société à une perception inexacte d'absence de traitement efficace. Aujourd'hui en France, plus de 9 fumeurs sur 10 ne bénéficient toujours pas des traitements les plus efficaces et les plus sûrs pour pouvoir arrêter de fumer. C'est une perte de chance inacceptable face à la première cause de morbimortalité évitable et, rappelons-le, le premier poste de dépense de la sécurité sociale. Il est grand temps qu'on change de paradigme et qu'on se donne les moyens à la hauteur de l'enjeu de santé publique que représente le tabagisme. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à toute discussion sur des sujets qu'on n'aurait pas abordés ou questions par rapport au diaporama. Merci. Merci beaucoup, docteur Galera, pour cette présentation. Et maintenant, on va laisser un temps de questions aux personnes qui ont envie d'interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous demander de prendre la parole. Vous avez en bas le petit logo question aussi, le chat, et on va y répondre avec plaisir. Avez-vous des questions? Ah, Carole est en train de taper. Ah, il y en a une là. À quel moment l'arrêt du patch dans l'idéal, Monsieur Galera? Alors cette question est très intéressante, déjà dans son libellé, puisque je vois du patch. Donc j'aime à rappeler encore une fois que souvent c'est pas avec un patch qu'on va pouvoir arrêter de fumer. Donc on est souvent amené à prescrire plusieurs patchs nicotiniques. La première chose, c'est si vous voulez qu'on puisse arrêter le patch, qu'on puisse sevrer le patient de sa dépendance nicotinique, il faut effectivement partir de la dose de confort. C'est-à-dire qu'il faut saturer tous ces récepteurs nicotiniques avec une forme lente. D'où l'importance, je reviens sur le côté un patch ou plusieurs patchs, que votre fumeur ne fasse pas d'effort.
S'il tient, s'il s'accroche, s'il lutte, s'il a des troubles de l'humeur, s'il a du grignotage, c'est qu'il n'est pas assez dosé. Donc il faut pas hésiter à monter la dose, quitte à flirter un peu avec le surdosage. L'important, c'est que le patient, il sache reconnaître ses signes, il sache de lui-même rebaisser d'un palier pour que vraiment il soit dans le confort, voilà. Une fois qu'on est dans la zone de confort, celle qui permet de ne pas fumer, de ne pas avoir de compensation, on fait souvent un palier d'1 mois et demi pour commencer à désactiver, à stabiliser les récepteurs nicotiniques dans un état désensibilisé, ce qui va permettre au bout d'1 mois et demi de commencer à baisser la dose. En général, on baisse par palier de 7 milligrammes tous les mois. Mais ça, c'est vraiment une généralité. C'est vraiment, il y a une variabilité interindividuelle qui est importante. Et la clé, c'est l'éducation thérapeutique. C'est conférer aux patients des capacités et des compétences d'auto-soin pour qu'ils sachent bien identifier les signes de sous-dosage et les signes de surdosage, de façon à ce que, au bout d'un mois, on lui donne la consigne, vous pouvez baisser de 7 milligrammes. Il baisse. S'il voit que tout se passe bien, c'est impeccable. S'il voit qu'il y a des signes de sous-dosage qui réapparaissent, c'est un peu plus dur, il a un peu plus envie de fumer, il grignote, c'est que c'est trop tôt. Il revient au palier au-dessus. Si par contre, au bout de 2, 3 semaines, il commence à ressentir des maux de tête, nausées, bouche pâteuse, il faut qu'il soit capable par lui-même de l'identifier comme un signe de surdosage et de baisser de 7 milligrammes. Donc en fait, je fais une réponse qui n'est pas forcément très, très mathématique, mais il n'y a pas de durée stéréotypée du traitement. La décroissance doit s'adapter à éventuellement l'apparition de surdosage ou en tout cas l'absence de signes de sous-dosage à la décroissance. On peut fixer l'idée 7 milligrammes par mois, voilà, sous couvert que s'il y a des signes de surdosage, on baisse un petit peu plus vite. Mais je reprends la citation sur la diapositive du docteur Pipe, Andrew Pipe, canadien, qui résume la substitution nicotinique avec cette phrase. Il dit c'est extrêmement simple. La substitution nicotinique, ça se prescrit de la manière suivante, c'est autant qu'il faut, autant de temps qu'il faut. L'importance, c'est que le patient reste un ex-fumeur serein, sans compensation, et qu'on baisse la substitution nicotinique au rythme finalement des symptômes de sur ou de sous-dosage. Donc c'est vraiment une question individuelle. Voilà, c'est vraiment de l'accompagnement individuel. Il n'y a pas de durée maximale, minimale, et on a bien prouvé la sécurité de la substitution nicotinique sur le très long cours. Donc au niveau de la sécurité du traitement, on est tranquille. Merci beaucoup, Monsieur Galera. On a une autre question. Comment faites-vous pour savoir le bon dosage au début du sevrage? Est-ce que le résultat du testeur CO peut nous aider? Alors, la réponse à la deuxième partie de la question, oui, le testeur OCO nous aide, puisqu'on l'a vu, le nombre de cigarettes n'est pas un bon indicateur de l'intensité du tabagisme. Donc, clairement, quelqu'un qui me dit je fume 5 cigarettes par jour, mais qui a 23 de CO, je comprends de suite qu'il y a une compensation. Bon, en général, l'interrogatoire a mis un peu la puce à l'oreille. Ce sont des personnes qui sont dans une phase de réduction, donc qui réduisent le nombre de cigarettes. Mais si vous êtes dans une phase de réduction, c'est-à-dire que vous réduisez le nombre de cigarettes sans traitement de substitution nicotinique, en général, il y a simplement un phénomène de compensation, donc on va tirer plus fort sur les cigarettes qui restent. Donc là encore, les cigarettes, c'est pas des pépitos. Si vous passez de 20 pépitos par jour à 5 pépitos par jour, vous avez 4 fois moins de sucre, 4 fois moins de gras, c'est mathématique, c'est facile. Quand vous passez de 20 cigarettes à 5 cigarettes, en général, vous n'allez rien changer du tout parce que vous allez fumer différemment les 5 cigarettes qui restent et vous allez être exposé au même taux. Alors oui, le CO donc est un indicateur. Comment on fait au départ? On part sur un Fagerstrom modifié. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de limites pour moi au score de Fagerstrom qui sous-estime beaucoup le niveau de dépendance physique des patients. Donc la question qu'on pose aux patients n'est pas combien de cigarettes vous fumez, mais à l'époque où vous fumiez le plus, combien de cigarettes vous étiez capable de fumer tous les jours sur 24 heures? Alors la réponse peut être ah oui, ben, j'ai déjà fumé 2 paquets par jour, mais ça c'était il y a 10 ans, hein, maintenant j'en fume plus que 15. Oui, mais il y a certainement un effet de compensation sur les 15 qui restent. Donc, on substitue à hauteur de la consommation maximale. Vous avez été un fumeur à 2 paquets par jour à 40 cigarettes. 40 cigarettes, une cigarette 1 mg, 40 mg. Donc, on part sur 2 patchs à 21 mg, même si le patient est à 15 cigarettes aujourd'hui, hein. C'est là que le CO va aussi m'aider, voilà, pour voir un petit peu comment il tire dessus. Et on va mettre en place l'effort moral, avec la consigne suivante qui est de dire, si malgré les 2 patchs, vous avez une envie de fumer, vous prenez une forme orale, et après, vous voyez, il n'y a aucune interdiction à fumer une cigarette
si vous avez les patchs et que vous avez pris une forme orale. Si vous avez toujours envie de fumer et que vous appréciez cette cigarette, c'est que le traitement est sous-dosé, on l'ajustera. Et finalement, quand on va le revoir, il va nous dire le nombre de pastilles, éventuellement de cigarettes qu'il rajoute au traitement, et on va calculer la dose de nicotine qu'il rajoute avec les formes orales et la transférer sur les patchs. Exemple concret, un patient à qui on a mis 2 patchs à 21, qui prend 6 pastilles et 6 cigarettes, 6 pastilles 1,5, 9 mg, 6 cigarettes au moins 6 mg, 9 plus 6, 15, on va lui rajouter un patch 14 mg, c'est 2 patchs à 21. Et on va comme ça sur 2-3 semaines faire une titration, hein, comme ce qu'on fait par exemple pour les traitements de la douleur, hein, avec les morphiniques, pour atteindre la dose minimale efficace, c'est-à-dire celle où vraiment il ne fait pas d'effort pour ne pas fumer et il n'a pas de compensation. Donc de base, la consommation maximale, une cigarette 1 mg, et les formes orales, il faut systématiquement par contre prendre une forme orale avant d'allumer une cigarette pour qu'on puisse établir la dose manquante. Très bien. Merci. On a une autre question d'Audrey Bigot. Quels seraient les messages de RDR à donner? Qu'est-ce que vous appelez la RDR? Pardon, je ne veux pas avoir l'air complètement Réduction des idiot, mais risques, réduction des risques avec la consommation de tabac. ok. Alors, première chose, c'est ne pas penser que la réduction de consommation entraîne une réduction des risques. Encore une fois, ce serait raisonner avec un raisonnement logique, intelligent, mais de consommateur alimentaire sur un produit qui n'est pas un produit alimentaire. Quand je fume 20 cigarettes par jour et que je passe à 5 cigarettes par jour, j'ai pas de réduction des risques. De la même manière, c'est vrai pour une personne, c'est vrai pour deux personnes différentes. Vous l'avez vu dans le schéma que je vous ai montré. Certaines personnes qui fument 10 cigarettes par jour vont être exposées à un risque équivalent à d'autres avec 3 paquets par jour. Voilà. Donc ce n'est pas un raisonnement de consommateur alimentaire. Par contre, la réduction sous substitution nicotinique, là oui, parce qu'elle va permettre d'éviter ce phénomène de compensation. Et j'en reviens à l'apport du CO-testeur, c'est là qu'on va pouvoir effectivement mesurer objectivement l'impact sur la santé, puisque les personnes vont pouvoir voir qu'elles tirent de moins en moins sur les cigarettes et que leur niveau d'intoxication au monoxyde de carbone est de plus en plus bas. Donc ça peut être important effectivement de ne pas conditionner l'initiation de la substitution nicotinique à l'arrêt. Ça, c'est important. Voilà, encore une fois, on ne fait ça avec aucun soin en médecine. Jamais on prescrit un traitement en disant il faut que l'objectif soit atteint. C'est on prescrit et on réévalue. Donc bien rappeler qu'on va mettre en place une substitution nicotinique, que la personne peut fumer avec le ou les patchs, on se revoit et on réévalue. Et là, avec le CO-testeur, on va pouvoir objectiver la réduction des risques, c'est-à-dire la diminution du CO avec un fumeur qui fume moins sous substitut. Donc je crois que la première chose à faire passer comme message, c'est que vous pouvez continuer à fumer, mais avec le traitement, vous allez pouvoir réduire les risques. Et souvent, quand on se revoit, c'est là qu'on a une accroche parce que la personne qui pouvait être réticente à la substitution, notamment parce qu'il y avait cette injonction d'arrêter de fumer sous patch, va être plus adhérente et va voir que finalement d'elle-même, elle a réduit le nombre de cigarettes, elle tire un peu moins sur les cigarettes et on va pouvoir aller plus loin dans le traitement et aller jusqu'à l'arrêt. Très bien, merci. On a une nouvelle question de Carole Dubois. Pour être optimal sur le CO-testeur, faudrait-il le faire en début de consultation après avoir fumé la dernière cigarette, moins 1 heure? Alors, je sais pas trop répondre à cette question parce qu'honnêtement, ben, on le fait comme on peut en pratique. Effectivement, nous, on fait toujours le CO-testeur en début de consultation. Voilà, et c'est pas inhabituel, effectivement, que lorsque on voit les patients, ils aient fumé avant. Alors, c'est un petit peu particulier notre pratique parce que, euh, voilà, échange de pratique n'est pas forcément reproductible par tout le monde, mais nous, on ne voit pas les patients en premier lieu en individuel. On leur fait toujours bénéficier d'un atelier collectif d'éducation thérapeutique avant l'individuel. Pourquoi? Pour qu'on puisse lever collectivement les fausses croyances, les freins, la nicotinophobie en premier, pour qu'on puisse aller plus vite après en individuel. Donc, ben, en pratique, voilà, ils soufflent dès qu'ils arrivent en consultation. C'est-à-dire, on peut pas leur demander de fumer une cigarette pour faire le CO Ouais. après. Voilà, ça c'est pas possible. Voilà. Après, il faut savoir l'interpréter en fonction de l'interrogatoire. Voilà. Si vous savez que s'il a pas fumé depuis la veille au soir, bah, vous allez interpréter différemment de s'il vient d'en allumer une. Mais je saurais pas répondre de façon pertinente à cette question.
Il faut juste savoir interpréter le CO en fonction de l'interrogatoire et de la dernière cigarette. D'accord, très bien. Merci. Y a-t-il de nouvelles questions? Alors peut-être une ici. Regarde. Non. Alors n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Il nous reste 10 petites minutes. Alors on a une nouvelle question arrivée. Une question. S'il y a deux, je sais pas s'il y a une nouvelle question. Sinon, dans les grands messages à retenir, honnêtement, c'est que vraiment que c'est la combustion qui fait la toxicité. Donc la fumée, qu'on soit fumeur passif, on est exposé aux toxiques. C'est la nicotine qui crée la dépendance et ce qui lui confère son caractère addictif, c'est vraiment la vitesse à laquelle elle arrive au cerveau. C'est ce qui fait la grande différence entre la nicotine qu'on va inhaler avec la fumée de cigarette et les patchs transdermiques qui vont délivrer très lentement la nicotine. D'accord. On a Sophie Balmer qui demande si vous pouvez faire un rappel sur la vitesse d'absorption de la nicotine qui est responsable du côté addictif. Bah, si. C'est ce que vous venez de faire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez Donc on plus fait le d'infos. lien, ouais, effectivement. Quand on tire alors pour un fumeur actif, hein, quand on tire une taf sur une cigarette, il faut à peu près 8 secondes pour que la nicotine atteigne le cerveau. Donc, je le rappelle, c'est le shoot le plus efficace. Une injection intraveineuse d'héroïne, par exemple, c'est 20 secondes. Donc, il faut bien le rappeler, la cigarette, sous ses aspects un peu anodins socialement, est un meilleur dispositif de shoot que ne l'est une seringue en injection intraveineuse. L'effort moral, pastilles, gomme, c'est en général un peu rapide, mais pas trop. Mais le but, c'est d'apporter une satisfaction rapide. C'est 2-3 minutes pour qu'elle commence à agir. Les patchs, par contre, ça va être une délivrance en plateau, très très lente. Voilà. D'où l'absence de caractère addictif des patchs. Mais le shoot de nicotine avec la cigarette est très certainement le meilleur shoot de substance qu'on ait jamais inventé au cours de l'histoire de l'industrie de vente de substances addictives. D'accord, très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Est-ce que tu peux juste Ouais, passer à la passer suivante. à la suivante? Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre site tienbolarxa.re où on met de temps en temps des informations. On partage beaucoup de documents aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à nous écrire aussi sur notre adresse mail tienbolarxa. Pardon. Ah oui. Donc ça, on l'a vu. Si vous avez d'autres choses, ça c'est oui, 2 petites campagnes de com qui avaient été faites il y a quelques années déjà sur le tabagisme passif, pour ceux qui ne les ont jamais vues. Du coup, Et on finit par ensuite, le on sondage. finit par le sondage Livestorm. Si vous pouvez vous rendre sur tout en bas de la page, il y a sondage. Et dans sondage, vous avez souhaitez-vous recevoir des kits Moi sans tabac? Oui ou non? Et avez-vous apprécié participer à ce séminaire? Oui ou non? Si vous pouvez le remplir avant de quitter le séminaire. Donc on vous remercie pour votre présence, Monsieur Galera, et toutes les réponses à vos questions et votre présentation, bien sûr. Et puis, si vous avez des questions suite à ce webinaire, alors déjà, vous aurez le live qui sera mis sur notre site internet, Promotion Santé Réunion, et voilà, ça. Et après, si vous avez d'autres questions plus spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail. C'est moisanstabac.re. Quoi? Non, l'adresse mail? Oui, mon adresse mail. Je vous la... tienbolarxa.re. Oui, en fait, c'est là que tu recevras les messages. Et je recevrai les messages et je vous répondrai tout de suite. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à tous. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Merci. Terminé.
Tac.